Donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter Peter Kropmans, euh, qui est docteur en histoire de l'art de la Humboldt-Universität à Berlin. Il est auteur et chercheur indépendant. Il contribue régulièrement à des catalogues d'expositions et à des revues spécialisées. Ses travaux portent sur la peinture entre 1860 et 1930, sur le marché de l'art, sur les échanges franco-allemands, ainsi que sur Paris en tant que métropole artistique. On lui doit notamment des biographies de Cézanne et de Corinthe, ainsi que le commissariat d'exposition tels que Bonnard, Magia der Farbe à Wuppertal ou Inspiration Matisse à Mannheim. Aujourd'hui, il va nous parler de l'importance des collectionneurs allemands. Monsieur Kropmans, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Première planche, s'il vous plaît. Je vous parle aujourd'hui donc de 5 collectionneurs allemands. Max Liebermann, Karl Ernst Osthaus, Bernhard Köhler, Gottlieb Friedrich Reber et le docteur Otto Krebs. L'Allemagne n'a pas tardé à s'intéresser à l'art de Cézanne. C'était déjà évoqué précédemment. En 1897, la vue d'un moulin à Pontoise rentra dans la collection de la Galerie nationale située sur l'île au musée de Berlin. La Revue blanche parisienne rapporta alors, citation, le prix n'était pas considérable, mais cela importe peu. Est-ce qu'il ne suffit pas qu'une administration étrangère acquiert un tableau auquel ici aucun musée s'intéresse, même s'il était offert en cadeau? Fin de citation. Il est vrai que l'acquisition berlinoise précéda de peu l'entrée d'un tableau de Cézanne au musée du Luxembourg à Paris avec le Lec Caillebotte. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cet épisode ne restait pas unique. À l'époque, si c'est Guillaume II qui régnait sur l'Empire, c'est Hugo von Tschudi qui dirigeait la Galerie nationale. Les deux hommes ne partageaient pas une même passion pour l'art français progressiste. Bien au contraire, les tensions étaient fortes et les dissonances nombreuses. Pour contourner les règles concernant les acquisitions et le droit de veto de l'empereur, il avait un droit de veto. Tschudi demandait des amateurs proches de ses idées d'acheter certaines œuvres sélectionnées par ses soins dans la perspective de les faire entrer en tant que dons. Donc cette ruse a permis la Galerie nationale d'acquérir, entre autres, des tableaux de Cézanne, mais bien sûr aussi d'autres artistes. Ainsi, de nombreuses œuvres d'artistes français enrichissèrent le musée, parmi lesquelles un deuxième tableau de Cézanne, Une nature morte. Mais finalement, après avoir agacé sur le long terme, Tschudi fut poussé à la porte et démissionna en 1909. Il devint directeur des collections nationales bavaroises à Munich, ville d'art concurrente dans le sud de l'Allemagne, où il continuait à acheter français dans Cézanne, entre autres la tranchée avec la montagne Sainte-Victoire qu'on vient de voir dans les communications précédentes. La tranchée, par ailleurs, située proche du Jas de Buffon. La politique d'acquisition de Tschudi était un signal fort. Elle contribua largement à encourager des collectionneurs d'art
à s'intéresser de près à tout ce qui fut progressiste, de Courbet par Manet et Signac à Matisse, et bien évidemment à s'intéresser à Cézanne. Un deuxième personnage clé de cette époque, attendez, là il y a un problème, j'étais trop long, voilà, excusez-moi. Un deuxième personnage clé de cette époque, autour de 1900, était le marchand de tableaux Paul Cassira. Vous le voyez ici à gauche, actif depuis 1898. Il ouvrait largement sa galerie berlinoise à l'art moderne français et Cézanne y figurait parmi les artistes souvent présentés. Après le suicide de Cassira en 1926, nous sommes déjà maintenant en 26 déjà, sa galerie fut reprise par Walter Falchenfeld père. Et du coup, les archives de la galerie passèrent à son fils, le Walter Falchenfeld que vous connaissez et qui est malheureusement pas parmi nous ce matin. C'est grâce à ces archives et la volonté de son propriétaire, donc Walter Falchenfeld Jr., euh, euh, grâce à ces archives et la volonté de son propriétaire de les faire fructifier en les analysant, interprétant et publiant, que nous connaissons aujourd'hui l'histoire des collectionneurs allemands de Cézanne. Walter Falchenfeld a notamment publié dès 1993 dans le catalogue de l'exposition Cézanne à Tübingen, puis en 1995 à l'occasion de la rétrospective Cézanne du Grand Palais. Pour vous présenter aujourd'hui ce petit tour d'horizon, je me réfère à ces textes fondamentaux. Mon aperçu se concentre sur 5 collectionneurs représentatifs. J'espère que vous pouvez distinguer là les noms en rouge sur l'écran. Moi, je les vois mal. Cette planche indique leurs noms et évoque leur lien d'une part avec le marché de l'art parisien, tout en haut, et d'autre part avec le marché de l'art allemand. La presque totalité des acquisitions allemandes revenait au stock de Vollard ou de Bernheim jeune, ou alors au stock de Cassira et de ses homologues à Dresde, Munich et Düsseldorf. Ce tableau-ci rappelle que j'ai choisi juste 5 collectionneurs parmi plusieurs autres pour leurs noms particulièrement connus sur le plan international. Entre environ 1900 et environ 1930, il y en avait facilement 4 fois plus, soit 20 collectionneurs de Cézanne, petits collectionneurs et grands collectionneurs. Commençons cet aperçu avec Max Liebermann, d'abord peintre, mais aussi pendant longtemps président de la Berliner Sezession. Nous le voyons ici, en bas à droite, assis dans un fauteuil parmi d'autres membres de la présidence de la sécession berlinoise, donc société d'artistes ouverts à la modernité qui a fait énormément pour l'art français, pour la reconnaissance de l'art français en Allemagne à partir du début du XXe siècle. Liebermann était également l'un des plus importants collectionneurs berlinois d'art impressionniste. Au milieu, vous voyez une nature morte d'asperges de Manet, notamment liée à son nom. Max Liebermann habitait à côté de ce monument que vous voyez à gauche, Pariserplatz, place de Paris, et que vous connaissez tous. Il aimait dire, pour expliquer son adresse, si vous venez à Berlin, passez par la grande porte, puis rendez-vous tout de suite à gauche, vous y êtes. Sa maison, où il avait son appartement et son atelier à côté de la porte de Brandebourg, était largement ouvert aux amateurs.
Plus éloigné du centre-ville, sur le chemin de Potsdam, se trouvait sa maison de campagne, une villa au bord du lac Wannsee. Vous devinez le lac derrière la maison et le jardin qui mène à sa rive. Les deux lieux se visitent aujourd'hui, notamment la villa avec son jardin. La villa est devenue un lieu d'exposition temporaire. Si la collection de Liebermann est connue pour ses tableaux de Manet ou de Degas, il possédait seulement deux œuvres de Cézanne, dont une vue du Jas de Buffon. J'ai choisi Liebermann pour cette intervention en raison du prestige du peintre et de sa collection, mais également parce que cette collection était assez facilement visible, du moins sur rendez-vous. Liebermann était une figure majeure et incontournable. C'était un homme qui connaissait son métier de peintre. Petit parallèle avec M. Marchutz, qui a vu Cézanne à partir de l'œil d'un peintre. Mais aussi, il connaissait aussi la peinture française pour avoir séjourné à Paris et à Barbizon lorsqu'il était jeune. Il fut témoin de l'ascension de l'impressionnisme français en Allemagne plus tard, exposé la première fois à Berlin en 1883 par Karl et Félicie Bernstein, soutenu par Charles et Frussy. Liebermann était assez proche des Bernstein. Lorsque Tschudi, le directeur de la Galerie nationale mentionnée, entreprit un voyage à Paris dans les années 1890 pour se faire une idée, entre autres, de l'art de Cézanne, il se fit accompagner par Liebermann, qui servit alors comme œil, comme expert, comme conseiller. Passons à un second collectionneur qui allait, lui, littéralement plus loin. Il ne voyageait pas seulement à Paris, comme les autres, mais aussi à Aix-en-Provence. Il ne visitait pas seulement les galeries de la capitale, mais se rendit chez l'artiste à l'atelier des Loves. Il s'agit de Karl-Ernst Osthaus, collectionneur à Hagen et fondateur du Folkwang Museum dans cette ville en Westphalie. Ce musée, dans le Folkwang Museum, inauguré en 1902, existe toujours. Vous pouvez toujours le trouver à Hagen, mais il s'appelle maintenant, d'après son fondateur, Karl Ernst Osthaus Museum. Et une grande partie de la collection, la presque totalité de la collection, était transférée dans les années 20 déjà à Essen, au Museum Folkwang, les deux œuvres de Cézanne que Osthaus a achetées incluses. Nous voyons ici le musée historique de Hagen à l'époque, l'intérieur aménagé par l'architecte belge Henri van de Velde, qui fit carrière d'abord à Bruxelles, puis en Allemagne. Et nous voyons ici les tableaux que Osthaus acheta chez Vollard suite à sa visite d'Aix. La belle version des carrières de Bibimus, qui était aussi déjà présentée, est actuellement exposée au musée Granet. Osthaus était une personnalité absolument centrale de la vie artistique, non seulement dans sa ville de Hagen, mais dans toute la région autour de Düsseldorf, Krefeld et Cologne. Son musée et ses expositions furent très remarquées et visitées, mais par exemple par des jeunes artistes allemands, mais aussi par des voyageurs français. Car la grande ligne ferroviaire, et on s'est déplacé à l'époque en train, la grande ligne ferroviaire Paris, Berlin, Moscou passait par Hagen. Alors c'était facile d'interrompre le voyage
pour découvrir le musée, éventuellement rencontrer M. Osthaus, se faire montrer euh, par par le chef de la maison la collection et euh, pour se faire une idée du musée. À l'inverse, ce sont Osthaus et son épouse qui prenaient le train pour aller à Aix au retour d'un voyage en Tunisie. C'est lors de cette visite que Madame Osthaus prit cette photographie que vous voyez à gauche, que vous connaissez tous. Cézanne accueillit ses visiteurs allemands sur la terrasse devant l'atelier des Louvres et apporta une chaise. Cette photographie, elle est encore utilisée pour l'exposition actuelle du musée, pour la communication. Elle était longtemps cachée dans les archives photographiques. C'est étonnant. C'est seulement il y a 20 ans, en 2005, seulement il y a 20 ans, que Rainer Stamm, collègue historien de l'art en Allemagne, l'a trouvé et l'a pu publier. Il s'agit d'une photographie prise en été 1906, euh, à savoir quelques semaines avant la mort de l'artiste. Le troisième collectionneur s'appelle Bernhard Köhler. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'il était l'oncle de l'épouse du peintre Auguste, ou plutôt August Macke. Ici, vous voyez Köhler portraituré par cet artiste. Avec Franz Marc, August Macke était l'une des figures phares de l'expressionnisme allemand, mort assez jeune au champ de bataille de la Grande Guerre en 1914. Dans les années juste avant la guerre, entre 1908, 1909 et 1914, Macke fut un peintre actif dans les mouvements progressistes à Munich et en Bavière, mais bien évidemment aussi en Rhénanie, où il vivait à l'époque, à Bonn et à Cologne. En ce qui concerne l'art français moderne et contemporain, il fut notamment un admirateur de l'art d'Henri Matisse et de Robert Delaunay. Köhler possédait 4 tableaux de Cézanne, dont une vue sur la montagne Sainte-Victoire. Il est sûr que Macke savait tirer profit de la collection pour sa propre peinture et qu'il amena des amis et d'autres visiteurs. Köhler accepta également de prêter ses tableaux. On voit ici le catalogue de l'exposition du Sonderbund à Cologne en 1912, exposition majeure d'avant la guerre. Köhler figure plusieurs fois et c'est certainement grâce à l'engagement de Macke que les organisateurs contactèrent donc ce collectionneur berlinois. Passons au suivant. Gottlieb Friedrich Reber était sans doute le collectionneur allemand de Cézanne par excellence pour avoir possédé 50 œuvres, peintures, dessins et aquarelles. 25 tableaux sont passés par ses mains. Nous le voyons ici à Berlin, au portail de l'immeuble où habitait le marchand de tableaux Alfred Flechtheim. Celui-ci figure sur la photo à la droite de Reber portant un chapeau et son éternel cigare dans le bec. Reber vivait d'abord à Barmen, pas loin de Hagen, et plus tard en Suisse. Ces tableaux sont aujourd'hui dans les meilleures collections publiques du monde, à Washington ou à Paris, à Fort Worth ou à Philadelphie, ou encore à Zurich. L'un de ces tableaux figure dans l'exposition du musée Granet, Le paysan à la blouse bleue. Ici, quelques photographies historiques. Vous voyez Reber ou encore sa femme et leur fille entourées de tableaux. Et ce sont en principe uniquement des tableaux de Cézanne. Certaines peintures sont identifiables, mais il y a un petit doute concernant la datation de l'une des photographies, qui date ou bien de 1908 ou bien de 1918, et ça pose bien sûr à ce moment-là un problème.
1908, c'est assez tôt, bien sûr. 1918, ça c'est déjà, disons, plus commun de collectionner Cézanne à cette époque-là. Cela nous conduit à un vrai problème de la recherche. Il convient de vous dire d'abord que Barmen, dans, la ville dans laquelle Reba commence à fonder sa collection, est aujourd'hui l'un des quartiers constituants de Wuppertal, ville qui prit son nom seulement en 1929. Alors Barmen, aujourd'hui Wuppertal. Il convient de noter également que Reba multipliait ses résidences, voire ses attaches, ses points d'attache. Plus tard, il déménagea à plusieurs reprises après la guerre, la Grande Guerre de 14-18. Nous le retrouvons à Munich, ensuite à Lucerne en Suisse, puis à Lugano, à Ascona et finalement à Lausanne. Pour déterminer la durée du passage de chaque œuvre d'art de sa collection, il faut se pencher sur son mouvement et le lieu lié, car Reba achetait, échangeait ou revendait. Alors aujourd'hui, il est connu des experts de Picasso, de Braque ou de Gris parce qu'il s'intéressait beaucoup au cubisme. Mais c'est un mythe de croire qu'il vendit ses Cézannes pour acheter du cubisme. On parlait alors, par exemple, de sa première et de sa seconde collection. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas tout à fait correct non plus. En réalité, il a su garder certaines œuvres de Cézanne tout en s'intéressant au cubisme. En d'autres termes, à un moment donné, il se concentra sur le cubisme sans oublier sa passion pour Cézanne. Donc, il faut voir cas par cas. Lié à ce problème, euh, lié à ce problème qu'il s'intéressait tôt à Cézanne, mais encore plus tard encore, euh, il y a donc, il faut donc analyser les différentes adresses de Reber et de les distinguer. La distinction des lieux est cruciale aussi pour le catalogue raisonné de Cézanne. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple concerne cette nature morte. Si on se fie au catalogue raisonné, Reber en était propriétaire, a priori, seulement à partir du moment où il vécut à Lausanne, donc à partir de 1928. Mais la notice indique en même temps qu'elle fut exposée, cette nature morte, fut exposée en 1912 à Barmen, et ceci comme près de Reber. Donc, il n'a pas eu ce tableau à partir de 1928 seulement, mais déjà à partir de 1912. Le deuxième exemple, la même chose est vraie alors à propos du paysan en robe bleue. Sous Exhibition History, dans le catalogue raisonné, il est mentionné en 1912 en tant que tableau de Reber. Mais sous Provenance, Reber ne figure que sous son lieu de résidence à Lausanne. Donc ça fait un décalage de 16 ans. Ce n'est absolument pas dramatique. Ce n'est pas une critique de ma part du catalogue raisonné qui est formidable, qui est magnifique, c'est fantastique de l'avoir et de le pouvoir consulter en ligne de chez soi. Mais c'est une petite remarque qui pourrait donc être reprise à la prochaine mise à jour du catalogue. Car le chercheur qui s'intéresse à des traces locales du tableau en question, que ce soit une nature morte ou un paysan en robe bleue, ne trouvera rien à Lausanne, plutôt à Barmen. À Wuppertal, les archives municipales détiennent certaines informations, et ne serait-ce que les journaux locaux d'époque et leurs comptes rendus d'exposition. À l'inverse, un chercheur qui ne va rien trouver à Wuppertal si une œuvre est acquise plus tard lorsqu'il est à Lugano, Ascona, Lausanne, etc. Terminons ce tour d'horizon avec
Dr. Otto Krebs, industriel et collectionneur à Heidelberg et surtout à Holzdorf, près de Weimar. Il était propriétaire d'un domaine agricole qui fait penser un petit peu au lieu où nous sommes réunis aujourd'hui, le Jas de Buffon. Le cas de la collection du Dr. Krebs est particulier parce que sa grande et importante collection a disparu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La collection fut enlevée en tant que trophée par l'armée rouge, alors présente en Allemagne de l'Est, en tant que libératrice et force d'occupation alliée. La collection, dont un tableau majeur de Degas, le Pic et ses filles, place de la Concorde, rentra dans les réserves de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Elle fut exposée après la dissolution de l'Union soviétique en 1991. Notre cher et regretté collègue André Kostenievich a préparé cette exposition et son catalogue Hidden Treasures Revealed. Le Dr. Krebs s'intéressait à Cézanne dès 1925. L'un de ses tableaux présente le bassin du Jas de Buffon. Et si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine et que nos relations étaient amicales, on aurait pu le montrer dans l'exposition du musée Granet. Abstraction faite que le statut juridique de la collection du Dr. Krebs n'est pas définitivement clarifié, du moins uniquement dans la perspective russe officielle. Une étude universitaire consacrée au collectionneur Dr. Krebs, la thèse de doctorat d'Ulrike Oberländer de 2015, a fait le point sur la collection. Elle mentionne aussi un tableau de Cézanne, une route que Krebs aurait acheté auprès de la Galerie nationale, avec la provenance Hermann, point d'interrogation. Madame Oberländer n'a pas tenté une identification, semble-t-il, et le catalogue raisonné ne mentionne d'autre part aucun Hermann. Alors, deux informations de deux livres différents, mais il faut encore élucider cette énigme. Et à ma demande, quelqu'un travaille actuellement dans les archives nationales pour trouver la réponse. J'espère pouvoir la donner prochainement à l'aide de ce collègue. Voilà, nous sommes à la fin déjà de ce petit tour d'horizon. Cet aperçu ressemble un peu à la pointe d'un iceberg. Je vous ai indiqué qu'il y avait beaucoup de collectionneurs qui avaient un intérêt assez tôt pour Cézanne, mais cet aperçu, ce tour d'horizon vous donne quand même une idée du rôle des collectionneurs. Cette intervention complète l'analyse de tout un autre domaine, probablement plus connu en France, déjà évoqué aussi, par M. Keller, M. Marschutz, c'est la découverte de l'art de Cézanne par l'écrivain et poète Rainer Maria Rilke. Mais celui-ci s'est enthousiasmé à travers l'engouement de Madame Mathilde Vollmöller et de Madame Paula Modersohn-Becker à partir de 1907. Et à partir de cette exposition commémorative présentée au Grand Palais de Paris dans le cadre du Salon d'automne. Mais les protagonistes dont j'ai parlé, dont les plus initiés, s'engagèrent pour Cézanne déjà dès 1897, avec presque une décennie d'avance. Tschudi, à bien des égards accompagné de Liebermann, puis Cassirer et une panoplie d'autres protagonistes, marchands de tableaux, collectionneurs, artistes, directeurs de musées et critiques d'art, virent le fruit de leur passion et de leur lutte pour l'art progressiste français et Cézanne en 1912, quand l'exposition à Cologne, déjà mentionnée, ouvre ses portes, à savoir l'exposition de la Société d'artistes et de la promotion artistique Sonderbund. Elle fut l'un des plus grands événements de l'époque et Cézanne figure
parmi les artistes désormais reconnus et célébrés. Le marché de l'art français et le marché de l'art allemand soutiennent cette exposition, mais une grande partie des prêts provenaient des collections allemandes. Ainsi, leur rôle dans la valorisation des œuvres de Cézanne outre-Rhin ne fait pas de doute. La transmission et les échanges ne se passaient pas dans un huis clos. Dans la chaîne de diffusion et dans la chaîne des réactions, les collectionneurs étaient des maillons importants. Plutôt vitrine que trésor caché, elle s'ouvrait largement aux amateurs proprement dits, mais souvent ou assez souvent à un public plus large. Je vous remercie pour votre attention.